Du coup, je vais vous présenter ce que c'est que le Low-Tech Lab mais aussi tout ce qui m'a amené à travailler sur les low-tech depuis une dizaine d'années et mes convictions aussi voilà, sur la suite, suite à ces 10 ans, même un peu plus, depuis le moment où j'habitais au Bangladesh. Ça c'est le Bangladesh. Donc au nord-est de l'Inde, c'est un pays un peu spécial parce qu'il y a beaucoup d'inondations, il y a aussi beaucoup de bateaux de pêche. Et moi je travaillais là-bas dans un chantier naval de construction de bateaux de pêche en fibre de verre. Donc les bateaux en fibre de verre, le truc qui me gênait c'est que c'est pas très écolo. Ça prend beaucoup d'énergie à la production et en fin de vie on ne sait pas quoi faire du matériau. Et du coup j'ai commencé à regarder si on pouvait utiliser à la place de la fibre de verre de la fibre de jute. Je ne sais pas si vous connaissez le jute, c'est une plante qui pousse principalement dans cette région-là du monde. Et sa fibre est très résistante. Et donc j'ai commencé à faire des tests jusqu'à faire un premier bateau qui s'appelait Taratari, fait à 40% en fibre de jute, 60% en fibre de verre. Et je suis rentré en France à la voile avec en 2010 pour prouver que c'était un matériau résistant et que j'étais motivé pour faire des recherches dessus, parce que ça m'a pris 6 mois alors que je ne savais pas vraiment naviguer. Et donc je suis arrivé plein de convictions en France. J'ai montré mon bateau au Salon Nautique de Paris à d'autres salons et j'ai pu trouver des partenaires, des scientifiques et de l'argent pour aller monter au Bangladesh un centre de recherche sur la fibre de jute. On a travaillé avec toute une équipe pendant 2 ans et on a mis 2 ans après à l'eau un deuxième bateau qui s'appelle le Gold of Bengal, qui est le premier bateau au monde fait 100% en composite à base de fibre de jute. Et rebelote, je suis parti naviguer 6 mois, mais cette fois dans le golfe du Bengale avec ce bateau, avec 2 idées en tête. La première, de tester le matériau, encore une fois pour valider que c'était résistant avant de continuer son développement. Et deuxième, je m'intéressais à toutes les technologies qui amènent l'autonomie. Donc tout ce qui permet de répondre à des besoins et de manière locale et ingénieuse, d'accès à l'eau, à l'énergie, à la nourriture, etc. Et donc j'avais embarqué j'appelais pas ça des low-tech encore, mais quelques technologies comme un four solaire, un réchaud économique bois, etc. J'avais une serre à l'avant, j'avais des poules, enfin j'avais une espèce de petit écosystème à bord, comme une petite ferme. Et je me suis dit, je vais partir pendant 6 mois et essayer de revenir avec plus de nourriture qu'au départ. Donc je suis parti, mais je ne suis pas du tout revenu avec plus de nourriture qu'au départ. Au contraire, ça a été vraiment une suite de galères. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vais plutôt vous raconter la suite, mais c'est pendant ces 6 mois que j'ai commencé à former une idée sur laquelle je travaille depuis et je pense travailler dessus encore pendant pas mal de temps en fait. C'est qu'en fait, alors je vais peut-être commencer par définir le terme low-tech. Ce qu'on appelle des low-tech dans l'association, c'est des services ou des technologies qui répondent à 3 critères qui sont accessibles, utiles et durables. Alors dans utile, on entend qui répond à des besoins de base, c'est-à-dire utile, pas futile, je ne sais pas ce que c'est l'opposé de utile, mais qui répondent à des problèmes d'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, l'hygiène, la santé, les matériaux de construction, la gestion des déchets, etc. Le deuxième point, c'est accessible, et c'est comme ça qu'on a choisi le terme low-tech par sa différence avec le terme high-tech, c'est-à-dire que les low-tech, on peut les fabriquer ou au moins les réparer un peu partout dans le monde. Ça ne demande pas des compétences ou des outils très pointus pour les fabriquer ou les réparer. Donc c'est accessible et donc local. Et le troisième point, c'est durable. Et dans durable, on entend tout ce qui est écologique. Donc c'est souvent fait avec des matériaux renouvelables ou des énergies renouvelables qui peuvent être naturelles ou issues du recyclage. Et qu'est-ce que je voulais dire, le fait que ce soit réparable. Et puis aussi dans durable, on a aussi, vous savez mieux que ça, mieux que moi, autant que moi en tout cas, ce que c'est que le mot durable dans votre master, j'imagine. Et donc pendant ces 6 mois-là sur ce bateau, en fait, c'était à la suite de plusieurs années où j'avais vécu au Bangladesh. Et au Bangladesh, alors j'avais déjà découvert, je ne sais pas si vous connaissez un peu, si vous avez été dans des pays comme le Bangladesh, qui est un des pays les plus pauvres du monde, mais on a l'impression de découvrir un peu les coulisses de notre mode de vie parce que c'est là-bas qu'ils fabriquent par exemple beaucoup de nos habits.
Il y a d'énormes usines qui sont faites pour exporter des habits dans le monde entier. Il y a une pauvreté qui est assez forte, et malgré ces contraintes-là, parce qu'il y a aussi des contraintes climatiques qui sont énormes au Bangladesh, malgré ces contraintes, on voit qu'il y a une ingéniosité vraiment folle et vraiment surprenante qui se développe, qu'on appelle l'innovation sous contrainte. En fait, c'est des gens qui sont sous contrainte vont avoir une ingéniosité vraiment très forte pour justement répondre à leurs besoins de base. Et je m'étais rendu compte déjà en ces quelques années au Bangladesh que ces technologies ou ces savoir-faire super ingénieux qui sont développés dans des pays comme le Bangladesh, mais comme un peu partout dans le monde, en général restaient à échelle locale, alors que parfois elles pourraient intéresser des milliers, voire des millions de personnes à l'autre bout du monde. Elles restaient confinées à l'endroit où elles avaient été inventées. La deuxième chose dont je m'étais rendu compte en habitant au Bangladesh, c'est que c'était les années entre 2009 et 2013 où vraiment on voyait une explosion de l'arrivée d'Internet au Bangladesh. Même encore aujourd'hui, je regardais les chiffres ce matin, le Bangladesh est un des pays les plus en retard par rapport à l'accès à Internet. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça hallucinant à quel point même des familles très pauvres et très reculées commençaient à être connectées à Internet, à avoir Facebook, etc. Autant jusqu'à ces années-là, il n'y avait pas de moyen de vecteur de diffusion de toutes les bonnes idées qui apparaissent dans le monde en matière de low-tech. Autant avec l'arrivée de l'outil Internet, ça permettait d'imaginer que demain, quand quelqu'un a une bonne idée quelque part dans le monde, on puisse utiliser Internet pour diffuser son idée, un peu comme l'imprimerie, elle a servi énormément à la révolution industrielle il y a quelques temps. Et donc l'idée est née de là, quand je suis rentré en France en 2013, avec une équipe, on a créé ce qui s'appelait le Low-Tech Lab. Ça s'appelait Gold of Bengal et maintenant l'association qui s'appelle Low-Tech Lab. On a essayé de scanner tout Internet, de regarder tout ce qui se faisait en matière d'innovation low-tech, donc dans tous les domaines. On a créé une espèce de plateforme comme un Wikipédia du low-tech sur lequel on a mis de la documentation sur toutes ces innovations qu'on trouvait en open source pour que n'importe qui puisse les répliquer. Et au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bien beau de regarder la théorie des low-tech et ce qu'on entend dire, mais il faudrait que pour bien documenter, on puisse tester en vrai et voir sur le terrain comment est-ce que ça marche, comment est-ce que c'est implémenté d'un point de vue économique, culturel, social, etc. Et du coup, on a racheté un bateau, je donnerai quelques exemples après. On a racheté un bateau qui s'appelle Nomade des mers, qu'on a complètement transformé en laboratoire flottant, pour partir à la rencontre d'innovateurs de low-tech, tester leurs solutions, la documenter sur le terrain pour voir comment elles marchent, et diffuser toutes ces connaissances en open source. Dans l'idée dont je parlais, que quand il y a une idée quelque part dans le monde, on sache la trouver et la diffuser au maximum de monde qui pourrait être intéressé. Alors oui, j'avais prévu de donner quelques exemples pour que vous voyez concrètement ce qu'il y a en matière de low-tech, mais sachant qu'on en a étudié une cinquantaine, donc là c'est vraiment quelques exemples. Ça c'est à Dakar au Sénégal. En fait, on a étudié une éolienne low-tech qui est faite avec des moteurs d'imprimantes recyclées. En fait, les imprimantes, les photocopieurs, dedans il y a des petits moteurs qui sont très robustes, et quand une imprimante est jetée à la décharge, en général on peut récupérer plusieurs de ces moteurs, fixer des pales dessus, et quand on met ça dans le vent, ça produit de l'électricité assez pour recharger un téléphone portable ou allumer des lampes. Ça c'est de la spiruline, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une micro-algue qui était encore pas très connue il y a quelques années, mais maintenant il y a pas mal de fermes autour du monde qui commencent à se créer, parce que c'est plein de protéines, de fer et de pas mal d'autres trucs bons pour la santé. On a rencontré une dame dans le sud de Madagascar qui a créé une ferme de spiruline. Donc maintenant il y en a en France, il y en a en Bretagne, il y en a un peu partout dans le monde. Mais elle avait un modèle qui nous a vraiment paru exemplaire. Elle produit de la spiruline, elle vend cette spiruline à l'étranger via une entreprise, et ses bénéfices sont reversés à son association qui permet de donner de la spiruline à des centres de renutrition d'enfants dans le sud de Madagascar. Et c'est justement un aliment qui contre les carences principales des enfants là-bas.
Ça, on a étudié ça à San Francisco, c'est les matériaux à base de mycélium de champignons. Je ne sais pas si vous savez comment pousse un champignon, mais en général, enfin même toujours, le champignon qu'on mange, c'est juste le fruit d'un organisme souterrain qui s'appelle le mycélium, donc c'est blanc, et ça mange du bois, les feuilles en décomposition, de la paille, du carton, etc. Et en fait, il se trouve que quand on prend un moule, si on veut faire par exemple une table ou une chaise ou un objet, ou là par exemple je sais pas comment ça s'appelle, un emballage de bouteille, on prend un moule de la forme qu'on souhaite, on met de la paille ou du carton, etc. dedans, on met le mycélium de champignon, il grandit, il mange le substrat et donc il prend la forme du moule, ensuite on le déshydrate et ça fait un matériau qui peut remplacer le polystyrène ou qui, suivant le type de champignon qu'on prend et le type de substrat, qui peut remplacer le bois ou le plastique, etc. Qui a des propriétés qui peuvent être isolantes, suivant. Et ça pousse en quelques jours, c'est vraiment le matériau, il pousse. Et une fois qu'on a fini de l'utiliser, il peut être composté et pareil, en quelques jours, il est dégradé et il revient à la terre. Ça, c'est un exemple que j'aime bien, c'est des mouches soldats noirs. On a vu ça à Kuala Lumpur en Malaisie. C'est des mouches, on les voit pas trop, mais c'est des petits trucs noirs là, dont les larves transforment très rapidement les déchets organiques. En fait, les déchets organiques, qui peuvent être autant des déchets type des toilettes sèches ou des déchets issus de... Là, ils utilisaient pas mal des déchets de brasserie ou des déchets de restaurant, des épluchures, etc. Ils les donnent à des larves de mouches. Les larves mangent, surtout dans cette espèce-là de mouches soldats noirs, mangent hyper rapidement tous ces déchets-là, leur déjection, ça produit du compost qui est revendu à des maraîchers. Et les larves sont récupérées une fois qu'elles sont grandes, avant d'être transformées en mouches, pour être données à des élevages d'animaux, comme des poulets ou des poissons. Et en fait, dans cette région-là, ça répond à plein de problèmes parce que les déchets organiques sont d'habitude soit enfouis avec d'autres déchets, donc ça pollue, soit incinérés, et brûler des déchets organiques, en fait, c'est un peu ridicule parce que c'est 80% d'eau, donc c'est comme brûler de l'eau, donc ça prend beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc là, ça résout ce problème de gestion des déchets, ça crée une ressource pour les maraîchers, ça crée une ressource aussi pour les élevages de poissons ou de poulets, qui remplace un problème aussi, c'est qu'il y a de la surpêche dans le golfe du Bengale pour nourrir les poissons. Et bref, je crois que c'est 2 kg de poissons pêchés dans le golfe du Bengale permettent de produire 1 kg de poissons d'élevage. Enfin bref, ça résout plein de problèmes d'un coup. Et là où j'aime bien cet exemple-là, c'est que là où il est bien emblématique de ce qu'on veut faire, c'est que c'est un savoir-faire qui peut se transférer très facilement à petite échelle. Même nous sur le bateau, on a un élevage de mouches soldats noirs. Mais c'est vraiment, on a une petite volière avec quelques mouches et puis un petit compost avec quelques centaines de larves. Et en fait, donc on fait un tuto là-dessus qu'on diffuse au maximum de monde. Et ce qui permet, l'idée c'est de permettre à des entrepreneurs qui ont assez peu de moyens de commencer à s'y mettre, de faire le truc à échelle pilote, à petite échelle, de prouver que ça marche, et ensuite de grandir, jusqu'à avoir la taille à permettre de gérer des déchets d'un quartier ou d'une ville. La ferme qu'on a été voir à Kuala Lumpur s'apprêtait à gérer, maintenant ça doit tourner, à 300 tonnes de déchets par jour. Donc c'est vraiment, ça peut arriver jusqu'à une taille industrielle. Et ça représente un peu l'image qu'on a envie la vision qu'on a, c'est de se dire, on diffuse toutes ces idées, toutes ces low-tech, pour qu'au final on arrive à résoudre des problèmes globaux de la planète grâce à une multitude de projets vraiment locaux qui s'appuient sur des ressources locales, une économie locale, une culture locale, en diffusant juste les idées. Ouais. On a exactement le même projet en Ouganda. On a exactement le même projet en Ouganda. Il y a 2 étudiantes du master SASI qui l'année dernière ont gagné toute une série de concours et qui sont en train de développer exactement la même chose en Ouganda. Avec des mouches ? Exactement avec les mouches, etc. À échelle aussi pour les agriculteurs, parce que le lac, alors je ne sais plus le nom du lac juste à côté, était complètement sec et donc les éleveurs n'avaient plus du tout de quoi nourrir leur volaille. Ah, donc ils donnent les larves. Exactement. Okay. Donc c'est exactement le même schéma de Kuala Lumpur en Ouganda. C'est vrai que c'est aussi un bon exemple pour ça, c'est que c'est un savoir-faire qui est très récent, ça fait que quelques années qu'on sait maîtriser un peu l'élevage de ces mouches-là et bien s'en servir.
Et en ce moment, c'est en plein boom, c'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui naissent un peu partout dans le monde, parce qu'en fait, ces mouches-là, elles vivent naturellement entre quelque chose comme 40 degrés sud et 45 degrés nord, donc un peu partout autour du monde. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à des millions, enfin des milliards de personnes au final. Même en France, elles sont là en été. Donc je reviens au bateau, on est parti il y a 4 ans. On a été dans 22 pays différents, en ce moment le bateau est au Mexique. Et donc on a étudié, je disais, une cinquantaine de technologies différentes. Ça c'était un élevage de grillons en Thaïlande. Nous on est un peu étonnés par les élevages d'insectes parce qu'on n'a pas l'habitude, mais il y a 2 milliards de personnes autour du monde qui mangent régulièrement des insectes. Et en fait, par rapport à manger du bœuf, du poulet, du porc, du poisson, ça consomme beaucoup moins de ressources. Donc c'est des protéines qui coûtent pas très cher. Et bref, à chaque fois on fait un documentaire pour la télévision. Là on a fait 25 films pour Arte. Et on a une nouvelle, la saison 2 de 10 films, là va passer en juin prochain sur Arte, si ça vous intéresse. Donc on nourrit au fur et à mesure cette plateforme, cette espèce de Wikipédia du low-tech. On voit petit à petit, même si ça prend beaucoup de temps parce qu'on a surtout communiqué en France, et notre idée c'est quand même qu'on communique à l'échelle mondiale, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Il commence à y avoir des gens qui se connectent d'un peu partout dans le monde. Là on a étudié récemment l'impact. Alors d'un point de vue analyse d'impact, je ne sais pas si vous étudiez ça à HEC, les manières d'analyser l'impact, mais c'est un truc qui n'est pas évident pour nous parce qu'on diffuse surtout via Internet. Et via Internet, on peut voir le nombre de clics qu'il y a sur la plateforme, on peut voir l'origine des clics, on peut voir le temps qu'ont passé les gens sur la plateforme, on peut voir pour les vidéos qu'on diffuse combien de temps elles ont été regardées, combien de vues il y a, etc. et leur origine. Mais on a du mal à savoir qui a reproduit les systèmes. Et donc ce qu'on a, c'est uniquement des chiffres je crois que c'est la différence entre outcome et output, c'est ça. Ça c'est des outputs et les outcomes c'est les résultats. Les outcomes, on a beaucoup de mal à les trouver, à les connaître. On travaille d'ailleurs avec quelqu'un de chez Schneider Electric là-dessus, pour essayer d'aller plus loin. Mais bon, ça nous permet quand même de voir un peu les tendances. La lampe solaire, la vidéo a été vue 3 millions de fois dans pas mal de pays autour du monde, et du coup on a pu voir combien de vues il y avait sur le tutoriel qui correspond et d'où venaient les vues, etc. Donc ça nous permet un peu d'orienter après les stratégies de diffusion pour chacune des low-tech. Est-ce qu'à la fin de la vidéo vous vous demandez si vous avez réalisé, n'hésitez pas à revenir vers vous? Dans le tuto, ouais, pas dans la vidéo, mais peut-être qu'on devrait le faire. Après, on analyse un peu les commentaires qu'il y a en dessous. On voit qu'il y en a qui les ont réalisés, parce que quelquefois ils postent des photos, mais c'est rien du tout. Non, c'est un concours là. Par exemple, ou quelque chose comme ça, pour être sûr que les gens participent. Ça pourrait être une idée, ouais. Ou faire un sondage une fois par an sur différentes low-tech. On est vraiment dedans là, donc s'il y a des idées, ouais, ça... Je sais pas, quelqu'un qui puisse venir à bord de votre bateau ou quelque chose comme ça, ou avoir dans le documentaire une certaine place ou un gagnant d'un concours, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça inciterait les gens. On pourrait déjà mettre en avant ceux qui ont réalisé quelque chose pour inciter ceux qui... Des portraits, peut-être, ouais. Un portrait par mois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vos financeurs le demandent, en fait, c'est ça? Non, pas forcément, c'est plutôt nous pour analyser ce qui marche pas, où ça marche, etc. Avoir des retours et que ça influence notre stratégie de diffusion aussi. Donc c'est plutôt pour nous. Peut-être des portraits, et ensuite ces portraits ça donne des ambassadeurs. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant. Et vous visez simplement les particuliers? Enfin, vous souhaitez que juste les particuliers répliquent un peu ces low-tech? Alors ça dépend des villes ou des communautés ou des collectivités Alors ça dépend des technologies. Il y a des technologies qui sont très faciles à reproduire et qui s'adressent vraiment à n'importe qui. Je pense par exemple à tout ce qui est dans le mouvement zéro déchet. Tu sais, faire son dentifrice, son savon, ses produits, etc. Ça c'est vraiment accessible à tous, donc ça n'importe qui peut les reproduire. Mais par contre, la lampe solaire par exemple,
ça demande un petit peu de compétences parce qu'il faut savoir souder, etc. Et donc là, on s'adresse plutôt à des entrepreneurs ou des associations qui vont pouvoir le faire, le produire, créer un business en fait, et s'adresser aux gens de leur territoire. Et ensuite les collectivités, on commence là à y réfléchir. Là on fait un partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt et avec la région Bretagne. Et en fait de plus en plus il y a des villes qui nous contactent, des collectivités en général. Les projets étudiants là, en technologie, avant vous avez poussé, je sais plus si c'est en troisième ou en seconde où il y a un cours de technologie, je ne sais pas si c'est encore le cas. Et on doit créer physiquement quelque chose. Donc ça pourrait être le cas de prendre un projet comme ça. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on a envie de renforcer aussi, tout ce qui est atelier pédagogique. Et ça, on en a fait pas mal, on voit que ça prend bien. Et il faut qu'on crée des outils pour que on n'ait pas nous à le faire à chaque fois par nous-mêmes, mais des espèces de fiches, etc., pour que les instituteurs ou les professeurs puissent le faire par eux-mêmes. Ouais. Et quand tu dis on, vous êtes combien? Alors dans l'association, on est 15 à temps plein en ce moment, on est basé à Concarneau. Et après, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a une communauté qui se développe aussi. Et donc je ne sais pas combien on est en tout. Je vais y venir du coup à ça. Au fur et à mesure des escales, on s'est rendu compte que... Alors au début on était assez tourné pays en voie de développement et on s'adressait beaucoup à des gens qui sont sous contrainte. Et en fait au fur et à mesure on s'est dit que trouver des technologies qui sont au service de modes de vie plus sains et plus durables, ça nous concerne aussi nous en pays occidentaux, nous en France, c'est aussi quelque chose qu'on recherche de plus en plus. Et du terme low-tech qui désignait plus pour nous les fours solaires, les éoliennes, les trucs comme ça, vraiment les objets low-tech, on a au fur et à mesure des années glissé vers plutôt une philosophie low-tech. C'est-à-dire que maintenant on ne voit plus le terme low-tech comme, enfin une low-tech, quelque chose qui est low-tech ou pas low-tech, mais comme il y a un curseur entre le low-tech et le high-tech, et même un ordinateur peut être plus low-tech qu'un autre ordinateur, une voiture peut être plus low-tech qu'une autre voiture, si elle est plus accessible, plus utile et plus durable, etc. Et donc en fait, ça nous a donné envie de low-techiser la planète. Et là, je montrais cette photo-là, parce que c'est à Taïwan qu'on a étudié l'ordinateur low-tech. Et on peut complètement faire un ordinateur low-tech avec des pièces qui sont récupérées, ou alors des pièces qui peuvent être recyclées, avec des microcontrôleurs, etc., qui sont, enfin des cartes... qui sont open source, enfin il y a plein de choses à faire dans chaque domaine en fait. Et oui, alors ça c'est le dossier que tu as dû étudier, Paul. C'est en parallèle du voyage avec Nomades des mers. Donc dans l'association, je disais, il y a 15 personnes, il y a une partie de ce groupe-là qui a fait un tour de France des low-tech, qui a regardé ce qu'on pouvait faire en matière de low-tech dans le contexte français, et qui a créé cet habitat low-tech qui rassemble 12 low-tech qui ont été trouvés un peu partout en France. Donc il y a un chauffeur solaire, un chauffe-eau solaire, ça récupère les eaux de pluie, il y a une douche à recyclage à l'intérieur, il y a un système pour conserver les fruits et légumes, il y a une phytoépuration pour traiter les eaux grises. Bon, il y a des panneaux solaires pour l'électricité, il y a un réchaud à bois, enfin il y a pas mal de low-tech à l'intérieur. Et ils l'ont expérimenté, donc il y a 2 personnes de l'association qui l'ont expérimenté pendant 8 mois et qui ont finalement remis un rapport qui étudie pour chacune des low-tech les avantages économiques, donc le retour sur investissement, les avantages écologiques, l'empreinte écologique par rapport au système classique, et l'usage. Et en fait, tu pourras me dire ce que tu en as pensé puisque tu l'as lu, mais moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a pas mal de technologies qui n'ont pas forcément un avantage économique fort, voire quelquefois ça coûte plus cher qu'un système classique. D'un point de vue écologique, il y en a qui sont très avantageuses, mais il y en a qui sont à peine avantageuses par rapport à un système classique. Mais d'un point de vue usage, c'est ça qui m'a marqué, c'est que ça offre
en lisant le rapport, j'ai eu l'impression que ça offrait un mode de vie différent et pour le coup plus sain et plus durable. C'est-à-dire que, quel exemple il y a? Par exemple, le fait d'avoir de la phytoépuration, donc c'est les eaux grises, les eaux qu'on a utilisées, qui passent par un bac où c'est des plantes et des bactéries qui filtrent l'eau avant d'être rejetées dans la nature. Le fait d'avoir ça, de savoir que c'est des plantes qui vont filtrer l'eau, eh ben, ça pousse à utiliser du dentifrice écolo, du savon écolo, à faire attention à sa consommation d'eau. On va pas mettre de l'eau de Javel parce qu'on sait que les plantes vont mourir en 2 secondes. Donc ça influence le comportement. Le fait que ce soit de l'eau de pluie, donc on soit autonome en eau, c'est un des paramètres qui offre un rapport différent avec l'environnement, parce que ça veut dire que quand il pleut, ça signifie que les réserves d'eau vont se remplir. Quand il y a du soleil, ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui recharge les batteries ou qui chauffe l'air ou l'eau de la maison. Et en fait, ça apporte une nouvelle dimension, ça fait une maison vivante et qui apporte un autre rapport avec l'environnement. Je ne sais pas si tu as senti ça en lisant le... Si, il pointait bien le risque d'effet rebond, enfin, en fait, ces technologies en montrant comment... en se disant ça pollue moins, finalement je vais prendre plus de temps dans la bouche, des choses comme ça. Mais enfin, ce qui ressortait aussi, c'était la philosophie de en effet, faire les choses, ça permet d'être plus consciencieux derrière, avoir plus conscience de l'énergie qu'on dépense. C'est vrai que, ça j'en ai pas parlé, mais l'effet rebond aussi, ils l'ont pas mal craint suite à ce rapport-là, c'est se dire... quel exemple on pourrait donner de l'effet rebond? C'est le fait de... quel exemple tu donnerais? La douche que l'on l'a utilisée? Oui, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, compenser ce qu'on peut économiser d'un côté. Ouais. Le fait qu'on économise un truc d'un point de vue écologique fait qu'on va pas forcément... On se repose un peu. Ouais, voilà. On a la conscience tranquille et donc on va faire des trucs pires à côté. Donc là, la maison ensuite elle va bouger dans quelques endroits en France. Il y a un projet qui est en préparation, c'est le projet Agami. C'est une voiture en fibre de jute qui va être construite à Madagascar pour remonter le continent africain et aller enquêter sur des innovations low-tech, mais cette fois avec plus l'aspect, le modèle économique qui accompagne chaque low-tech. Comment est-ce qu'une low-tech est développée, comment est-ce qu'il s'organise, sur quelles ressources humaines, sur quelles ressources matérielles, etc. Et oui, je disais tout à l'heure qu'on commence à développer une communauté. Alors on a 2 programmes pour créer des communautés. On a un programme qui s'appelle les Low-Tech Explorers. C'est des jeunes qui nous contactent parce qu'ils partent à l'autre bout du monde, ou même quelquefois c'est en France, mais pour 6 mois ou 1 an, ou voilà, pour un long voyage, et ils nous proposent d'aller cartographier, répertorier des low-tech. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, et on ne peut pas juste avec Nomades des mers ou les membres de l'association cartographier toute la planète. Et donc là, c'est une centaine de jeunes qui sont ou déjà partis, ou en préparation de voyage, ou qui vont partir, qui vont un peu partout dans le monde, et qui vont nous aider à dire là, il y a une initiative low-tech, le répertorier sur une carte. Pour qu'on ait une idée globale de tout ce qui se fait un peu partout autour du monde. Et aussi, il y en a certains, comme là, Elsa et Alizé, qui vont jusqu'à faire de la documentation pour la plateforme Wikipédia. Et là, ils partent dans le cadre d'une année sabbatique, etc. Ouais, la plupart, ils sont ou en cours d'études, ou ils viennent de finir leurs études, et ils décident de partir quelque part, et ils cherchent quelque chose à faire aussi pendant leur voyage, et donc ça, c'est une bonne... Et le deuxième type de communauté qu'on développe, c'est des antennes Low-Tech Lab. En fait, il y a de plus en plus de villes qui nous contactent pour créer des Low-Tech Labs dans leur ville. Et donc il y en a qui sont créés ou en cours de création à Paris, à Lille, à Toulouse, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux, nous à Concarneau, et puis à l'étranger, là c'est en Grèce, puis au Maroc, en Algérie, au Québec, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer, fédérer toutes ces antennes-là. L'idée, c'est qu'il y en ait un peu partout autour du monde pour qu'ils puissent sourcer des idées localement
et accompagner des entrepreneurs ou des associations à développer des idées qui viennent d'autre part. Et je finis par une photo qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais qui explique un petit peu ce qu'on veut faire plus tard. C'est en fait, on se rend compte, on en parlait un petit peu juste avant, c'est que le terme low-tech, il peut autant être utilisé par des survivalistes ou par des gens qui sont fans de décroissance, que par des gens qui sont minimalistes, que par des gens qui sont... enfin, par plein de types différents de gens, et on ne sait pas exactement ce que va devenir le mot, comment il va être utilisé, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que en fait, on commence à créer un imaginaire, qu'on commence à l'intégrer dans un futur désirable possible. Je ne sais pas comment exprimer le truc, mais en gros, on montre que l'innovation low-tech, que déjà on peut lier innovation et low-tech, qu'il y a un potentiel d'innovation énorme dans ce domaine-là, et qu'il y a très peu de gens qui font des recherches là-dessus, et que c'est quelque chose d'avenir qui peut nous amener à avoir des modes de vie, comme je disais, plus sains et plus durables. Et il faut pour ça qu'on arrive à le lier au progrès, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à fédérer des gens, que ce soit des entreprises, des universités, des centres de recherche, pour montrer que demain on peut imaginer des modes de vie beaucoup plus low-tech, qui soient justement en fait qui construisent une idée d'un avenir meilleur, en fait, qu'on arrive à l'intégrer dans l'imaginaire collectif. Et en fait, on est à la base une bande d'ingénieurs, à la base de l'association, et petit à petit, on comprend que c'est pas juste en mettant en avant des technologies qu'on va changer la planète, mais il y a aussi ce que vous connaissez beaucoup mieux à HEC, c'est tout ce qui va autour de la technologie qui fait qu'on a envie de l'acheter ou de la développer. Il y a toute la partie communication, toute la partie marketing qui, voilà, à laquelle on pense de plus en plus, parce qu'on se dit que les low-tech tels qu'on les trouve quelquefois dans les endroits où on les documente font rêver personne et ne sont pas du tout associés à un futur souhaitable. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais de plus en plus, du coup, on se dit, en fait, notre boulot, ça va être ok de répertorier, de cartographier, de diffuser les innovations qui existent déjà, mais aussi d'essayer d'influencer la société pour qu'on comprenne que c'est un progrès souhaitable. Et plutôt que d'avoir des... Là j'ai tapé en fait ce matin dans Google images ville du futur. Et en fait on tombe que sur des images comme ça où il y a des bâtiments, ça ressemble à une ville, avec des bâtiments un peu plus futuristes que maintenant, et puis on colle des arbres dedans, parce que depuis quelques années on sait qu'il y a des contraintes environnementales, donc dans l'avenir il va falloir penser à ça, donc on met des arbres. Mais nous on a envie d'aller plus loin que ça, et de voir que grâce au low-tech, grâce aux synergies qu'on peut avoir avec le vivant, comme avec les mouches soldats noirs, comme avec la spiruline, comme avec plein de choses qu'on a découvertes au long de ces 5 dernières années, on peut vraiment repenser complètement nos modes de vie et trouver des modes de vie qui soient vraiment beaucoup plus en accord avec la nature, où l'humain il s'intègre à un espèce d'écosystème vivant et qui soit aussi plus sain et plus comment dire, heureux. Donc c'était un peu un mauvais exemple de ce qu'on a envie de voir comme image du futur, mais c'est parce que ça n'existe pas encore et qu'il faut qu'on le crée.